Salut tout le monde, bienvenue au 5e pod de lecture de l'année 2024. Pour ce mois de mai, on va faire la connaissance du roman fantastique science-fiction Nuée ardente, qui est le premier roman de l'auteur Elise Wattel. L'univers dystopique de l'auteur reflète sa passion pour les arts. Elle utilise l'imaginaire pour dépeindre la complexité de l'être humain et pour lutter contre les injustices de la société. Pour chroniquer son roman, nous allons recevoir l'auteur Max G. Max est un petit gars de Gatineau. Il a évolué dans l'univers de la scène, autant danse que théâtre. Il a quitté cet univers pour venir s'établir à Montréal. C'est seulement après une dizaine d'années qu'il revient à sa première passion et qu'il écrit son roman Schlag. Il rigole en se définissant comme un fonctionnaire qui écrit de l'horreur pornographique dans ses temps libres. Et pour venir en discuter avec nous, nous allons aussi recevoir le passionné de littérature, Olivier Girard. Olivier est administrateur du groupe Facebook Passion Lecture. Lui-même fait ses premiers pas en tant qu'auteur avec une nouvelle qui sera publiée bientôt chez les éditions Dream Workshop. Donc, voici nos invités qui sont avec nous. Olivier en haut à droite. Sous Olivier, on a Max et Elise qui est à gauche en bas. Donc, on va commencer. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, merci. Ça va bien, toi? Oui, on va passer un bon moment tous ensemble. Et on va commencer avec Max tout de suite, qui va commencer avec sa chronique. Max, je vais te déplacer en haut. Oui. Et voilà, Max, la parole est à toi. Merci. Donc, je vais commencer tout simplement par vous lire la 4e de couverture du livre pour commencer. Donc, ancrée dans une terre malade et infertile, Mélonia est l'une des dernières métropoles ayant survécu à une récente guerre dévastatrice. Gouvernée par un régime totalitaire maintenant sa population dans l'obscurantisme et éradiquant les peuples jugés indésirables, elle est un véritable théâtre de l'horreur. Dans son atmosphère sombre et étouffante, Max et Aïcha, deux jeunes marginaux persécutés, luttent pour leur survie. Unis par un lien toujours plus fort, ils tentent d'échapper à leur quotidien macabre grâce à la drogue et l'art psychédélique. Mais la réalité les rattrape chaque fois, plus forte, plus cruelle. Elle semble inéluctable. Pourtant, les deux héros refusent d'accepter leur destinée. Partir semble être la seule issue, dans l'espoir de trouver un ailleurs plus clément. Mais partir où et à quel prix? Quel avenir peut bien nous attendre lorsque nous ne sommes pas censés exister? Pour eux, ces questions n'ont que d'importance lorsqu'on a choisi de ne plus jamais subir et de se battre jusqu'à la fin pour que l'aventure soit aussi flamboyante qu'éphémère. Donc, en fait, c'est très simplement, pour pas trop dévoiler, c'est l'histoire de Max et Aïcha, qui sont deux amis qui sont, on va dire, tissés serrés, qui sont dans une quête pour une terre meilleure dans un monde dévasté dans une guerre. Ces deux personnages qui sont intéressants parce qu'ils sont à la fois très proches, mais très différents. Aïcha est très fonceuse, très guerrière, très, je dirais même, maman ours, tandis que t'as Max, qui est d'un côté semble plus léger. Il est tout aussi courageux, mais je me demande si, dans le fond, son courage viendrait pas de l'obligation de la situation, puis qu'en réalité, parce qu'en réalité, dans le fond, il est plus joueur, il semble dans un monde beaucoup plus coloré, tandis qu'Aïcha est dans un monde beaucoup plus sombre. Donc, c'est intéressant d'avoir ces deux personnages-là qui sont si proches, mais en même temps si séparés dans leur façon d'être, dans leur façon d'exister à travers ce voyage-là. Le livre parle de plusieurs sujets. Donc, on parle souvent des réseaux sociaux, la télé-réalité, où on voit le superficiel. J'ai eu un petit peu des religions peut-être quand on regarde un peu avec les guerres qui se passent, les chrétiens contre peut-être l'islam aussi. Des fois, j'avais des idées un peu de ça, des clans qui se battaient, les sectes. Aussi, ça me donnait peut-être un rappel du mouvement que pendant la pandémie, avec tous les complotistes qui ont émergé. Donc, je ne sais pas si on pourra peut-être en parler. Là. Je ne sais pas si justement c'est un rappel à ça ou si c'est une drôle de coïncidence avec le temps. On peut voir le racisme. On parle souvent par la race, les terroristes. C'est des
les gens semblent être les gens qui ne sont pas selon la norme semblent être des créatures différentes aux yeux des gens. Puis on parle aussi beaucoup des communautés. Il y a le principe de la famille choisie qui, je trouvais, revenait souvent, qui est un principe très important par rapport à la communauté LGBTQ+, qui se cache au travers de ces pages-là, et aussi sur la couverture pour les gens qui iront magasiner le livre et qui le verront. Là, le drapeau arc-en-ciel est présent sur la couverture. Ça me donnait un peu, ma lecture m'a un peu donné une impression que le livre était monté comme une pièce de théâtre, ou du moins comme étant un monologue fait par le personnage principal, puis qui nous expliquait, dans le fond, ses souvenirs. Puis ça me donnait un peu une impression d'émissions de télévision, de la façon que c'était monté, avec toutes les aventures qui se cachent derrière chaque page, derrière chaque chapitre. C'était des rebondissements, puis j'avais l'impression de sauter d'un épisode à un épisode, parce que selon les endroits où il se retrouve, il y a des caractéristiques très particulières, très précises. Puis j'avais vraiment l'impression de commencer un épisode, puis de terminer quand on changeait après ça. C'est vraiment intéressant, cette façon de faire. Il y a plusieurs rappels au travers du livre par rapport aux classiques du théâtre. Si on pense à Molière, à Shakespeare, à la littérature avec Victor Hugo, Baudelaire, Orwell, on voit que ces personnages sont dans le fond un peu les freaks qu'on avait peut-être au secondaire, là, les jeunes de théâtre, les jeunes d'art plastique. C'est un peu ces personnages-là. Puis moi, étant jeune de théâtre, je me suis un peu reconnu dans ces personnages-là, puis dans le côté un peu les freaks qui font toujours des références au vieux théâtre, aux classiques de la littérature. Même des fois, il y a des références un peu plus musicales aussi. Donc, c'était intéressant. Ça me ramenait un peu dans ces années-là. Puis justement, en parlant de télé puis de rappel un peu, je trouvais qu'il y avait certaines similitudes avec certaines émissions populaires, si jamais les gens peuvent faire des référents avec Walking Dead, un peu dans la façon dont ils font des quêtes, puis ils croisent des gens différents sur leur parcours, puis ils doivent toujours un peu penser à leur survie. Puis je pensais aussi à, peut-être un peu plus niché, mais American Horror Story avec la saison 4, le cirque, le freak show, où on voit vraiment une communauté qui est mise à l'écart parce qu'ils sont différents. Donc, ça venait vraiment chercher des similitudes avec ça. Sinon, côté livre, le roman me faisait penser aussi un peu, ceux qui l'ont connu, Acide sulfurique d'Amélie Nothomb, avec tout le côté superficiel, le spectacle, l'imperméabilité de l'humain par rapport à la violence, puis le désir de divertissement qui est toujours de plus en plus extrême pour assouvir la soif du public. Donc, je dirais, dans le fond, pour terminer, que Nuée ardente, c'est un beau post-apocalyptique, mais pas trop science-fiction. Dans le fond, il n'y a pas trop de termes inventés, on n'est pas loin de la réalité malgré le futur. Puis, je trouve que c'est intéressant quand on regarde la page couverture, qui est une toile, en fait, qui est peinte par Illis elle-même. Au fil de la lecture, je trouve que la toile, je vais la montrer pour ceux qui regardent l'épisode, je trouve que la toile, dans le fond, change un peu au fil de la lecture, puis qu'on découvre un peu plus les personnages, puis un peu plus leur voyage, puis tout ça, on voit je trouve qu'on peut voir plusieurs détails à travers ces couleurs qui semblent peintes sur un fond de roche. On peut même voir un visage, puis tout ça. Donc, c'est intéressant de voir la couverture se transformer au fil de la lecture. Puis justement, parlant de lecture, je vais vous lire un petit extrait pour terminer. Maintenant, on est plus fort, Maxi, ai-je repris. On peut rivaliser. On peut leur faire payer ce qu'ils nous ont pris. On peut leur détruire à notre tour, écraser leur métropole, court-circuiter leur système malade et décapiter les despotes qui sont à sa tête. On serait comme la vague de peste noire au Moyen-Âge, comme la bombe atomique de Hiroshima et Nagasaki, comme les coulées de lave de Vésuve sur Pompéi. Ce ne sont pas des coulées de lave qui ont détruit Pompéi, m'a corrigé Max. Ce sont des nuées ardentes. Des nuées ardentes? Oui. Ce sont des coulées ou des nuages formés de projections volcaniques extrêmement chaudes qui déferlent sur les flancs des volcans. Elles sont très dangereuses et ne laissent pas beaucoup de chance de fuite à leurs victimes. Un peu comme toi, en fait. Il m'a jeté un sourire malicieux et je n'ai pas pu m'empêcher de pouffer de rire. Des nuées ardentes. Soit je serais la sultane des nuées ardentes. Bravo, Max. Et j'ai adoré ta chronique.
C'est sûr que je ne l'ai pas lu, mais ça donne envie. Tu mets beaucoup d'emphase sur les personnages. Vraiment, vraiment, j'ai aimé ce que tu fais miroiter. Élise, qu'est-ce que tu en penses de la chronique de Max? Non. C'est sûr que je suis quand même assez émue. C'est dans le sens, merci beaucoup, Max. Je pense que tu étais vraiment la personne parfaite pour faire ça parce que justement, vu que toi, tu as évolué dans le monde des arts de la scène, je me doutais bien que tu aurais réussi à saisir, en fait, l'ensemble de l'enjeu que j'avais voulu démontrer dans mon roman. Et puis, c'est drôle, j'avais pas pensé à choisir cet extrait-là pour, en dire un petit peu plus du livre, mais je trouvais ça assez pertinent, puis la manière dont tu l'amènes, c'est vraiment excellent. Mais ce qui est drôle, je trouve, c'est que tu as même trouvé des références que j'avais faites à mon insu, du genre American Horror Story. J'étais une grande fan pendant mon adolescence, et j'avais même pas remarqué, en fait, à quel point ça m'avait inspiré, notamment pour le cercle. Donc oui, encore une fois, je te trouve excellent. Je regrette vraiment pas de t'avoir demandé de faire cette chronique-là. Un gros merci. Merci à toi, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Donc, Olivier, toi aussi, tu l'as lu. Exact. Qu'est-ce que tu as pensé de la chronique? Ben, c'est assez juste. Puis moi, n'ayant pas été dans le domaine de l'art, j'ai quand même remarqué tous ces traits-là emmenés. J'irais même aussi jusqu'à dire la déchéance humaine à son état pur, ou aussi l'évolution de leur envie de vivre qui va de plus en plus loin, puis qui s'enfonce de plus en plus juste pour gagner ne serait-ce qu'une seconde de plus de vie et de pureté dans ce monde qu'ils ont complètement détruit. Fait que moi, c'était ça, quand elle m'avait vendu son livre, c'est ça, ce point-là qui m'avait été me chercher justement de l'être humain, de voir l'évolution mentale de chaque personne. Il faut aussi que tu y ailles dans les non-dits qui sont assez nombreux, parce qu'il faut que tu te mettes dans leur tête de chaque personnage, puis tu te dis, OK, oui, mais pourquoi ils n'agissent pas de même? Il faut que tu dises qu'eux, ben, ils sont aussi dans le déni de qu'est-ce qui va se passer, qui sont vraiment juste là pour vivre. Puis bon, tous les moyens, dans le fond, vont être bons pour s'évader de ce monde injuste. Puis, tu sais, dans tout ça aussi, il y a les traits sur notre époque qui fait miroir avec, mettons, les TikTok qui emmènent le monde à vouloir faire n'importe quelle niaiserie à la chaîne pour juste avoir un petit peu plus d'attention puis un petit like de plus. Ou, tu sais, les guerres de gang ou toutes ces petites critiques-là de notre humanité qui sont mis de l'avant dans ce livre qui faisait que, pour moi, ça a été quand même un bon coup de cœur. J'adore ça. Les gars, est-ce que vous avez des questions pour Élise directement par rapport à ce que vous avez lu ou pour vous autres, toutes ces intentions étaient claires? Max, ça a l'air d'en avoir une, ça je vais te laisser commencer. Ah ben OK. Ben moi, dans le fond, justement, dans ma chronique, j'avais posé une question à savoir si c'était un peu une réponse de ta part à tout ce qui s'était passé avec la pandémie, ou si dans le fond, c'est vraiment juste une coïncidence que ce soit arrivé en même temps? Ben, en fait, ouais, c'est vraiment drôle que tu dises ça. J'ai écrit ce livre, en fait, avant la pandémie, mais je ne l'avais pas comme tout à fait terminé. Puis quand le confinement est arrivé, on était vraiment au tout début, c'était en avril-mai 2020. Et je me rendais compte que mon roman était vraiment pas à la hauteur de ce que j'espérais. Donc, je l'ai réécrit en entier. Ça m'a pris une petite couple de mois. Puis, je l'ai terminé, en fait, au moment de la pandémie. Donc, je pense que oui, j'y ai ajouté cette couleur-là qui était peut-être moins là à la base. Mais, étant donné que mon livre, c'est pas mal de l'anticipation. Et puis, que honnêtement, pendant le confinement, on s'est retrouvés, à mes yeux, en pleine science-fiction. C'est vrai que ça a plutôt bien matché. Donc, ma réponse, ce serait comme oui et non. C'est un petit peu mitigé, mais c'est vraiment intéressant de faire ce parallèle-là, en tout cas. Puis, si je peux me permettre de pousser peut-être plus loin la réflexion, est-ce que ce livre-là, je ne sais pas quand est-ce que tu es arrivé à Québec et tout ça, mais est-ce que tout le côté se sentir un peu comme une créature avait un peu un lien avec ta démarche de déménager au Québec, ou ça, on n'est pas du tout là-dedans?
Si, en fait, parce que si je suis venue au Québec, c'est pas pour rien. C'est justement parce que je m'étais toujours sentie comme une freak, là, comme tu dis, dans mon environnement natal, en fait. Donc, je me suis exilée, comme se sont exilés les personnages, parce que le monde était complètement fou, parce qu'ils espéraient trouver un ailleurs, en fait, où ils seraient mieux acceptés. Donc, oui, quelque part, c'est vrai que ça se ressemble. Je voulais pas, en fait, parler du sentiment d'être une étrangère au Québec, parce que ça, je vis très très bien avec, mais je voulais vraiment parler de ce sentiment-là qu'on a quand on quitte son pays natal, quand on quitte l'environnement dans lequel on a évolué, dans lequel on a grandi, puis dans lequel on a souffert surtout, pour aller vraiment voir ailleurs. C'est ce qu'on y trouve et pas toujours parfait, très loin de là, mais je trouve que le voyage en vaut quand même la peine. Donc, la France, dans le fond, était ton Mélonia, et, si je comprends bien. La France, c'était clairement mon Mélonia, oui. Surtout étant enfant et adolescente, et puis en étant toute jeune adulte, ça a persisté encore. Donc j'ai commencé en fait à écrire Nuit ardente, j'avais 18 ans à peine, et puis j'étais encore en pleine rébellion. Bon, les hormones, tout ça, je pense qu'on sait ce que c'est. J'ai vraiment grandi en fait avec l'idée très très ancrée en moi qu'il n'y avait rien de plus important dans la vie que de se révolter, que c'était vraiment le point central de la survie. Puis c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai transmis à mes personnages. C'était vraiment mon fer de lance en fait pour ce roman-là. Alors maintenant, j'ai quand même évolué, j'écris d'autres choses aussi. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient très importantes dans la vie au même titre que la Révolution. Mais ça reste que Nuit ardente est un miroir de ma vie, très clairement. C'était très important pour moi en fait de donner une bonne partie de mon être et de mon expérience dans ce roman-là. Très intéressant, merci. Moi, j'aimerais savoir tes personnages, justement, tu parles que tu l'as écrit quand tu avais environ 18 ans, dans une période rebelle. Est-ce que c'est environ l'âge de tes personnages? Ben oui, en fait, exactement. Ils ont vraiment le même âge que moi. J'ai l'âge que j'ai actuellement. Là, je viens d'avoir 25 ans. Le tome 2, en fait, ils sont à peu près rendus au même âge que le mien. Et puis, je sais pas pourquoi, je pense que j'ai dû commencer en fait à avoir l'idée de Nuit ardente quand j'avais 11-12 ans. J'ai toujours été révoltée, hein. C'est sûr que c'était pas une période, ça a vraiment toujours été toute ma vie en entier, mais pas de la même manière évidemment en étant enfant, adolescente, adulte. Mais c'est comme ils ont grandi, ils ont été adolescents avec moi, puis quand j'ai enfin réussi à parler d'eux dans un roman, ils étaient précisément dans la même période en fait, dans la même transition à l'âge adulte, dans ce moment-là où on en veut comme pas mal encore à la terre entière. Là. Et en fait, les problématiques qui traversent en background de tout cet univers-là, bah, c'était un peu les miennes aussi. Donc forcément, là, ils vieillissent avec moi. Dans le tome 3, j'imagine qu'ils sont comme encore plus âgés. Finalement, je trouve que ça les rend plus réalistes. En fait, j'aime bien écrire sur des personnages qui ont mon âge parce que justement, je le vis. C'est plus réaliste pour moi. Je vis exactement en fait tout ce qu'ils traversent. Après, plus tard, je pense que mes personnages seront aussi plus âgés. C'est comme, je sais pas, c'est ma manière d'écrire à moi. C'est ma manière aussi de mieux faire comprendre au lecteur ce qui se passe dans leur tête. Ben, ça rajoute aussi une touche d'originalité et d'authenticité, vu que, comme tu dis, tu le vis toi-même. C'est comme ton époque, c'est ton âge. C'est plus de ressenti. Oh, attendez, quand vous serez rendu vieux comme moi, là, vous allez voir que c'est facile de se projeter quand on est jeune. Oui, non, c'est sûr que oui. Donc, puis toi, Olivier, est-ce que tu avais des... Ben, j'avais une question, mais elle a déjà répondu, ça que c'est correct. Ah, pour vrai? Toi, Elise, est-ce que tu as des questions sur ce qui est sorti du livre? Ce qui est sorti du livre, c'est-à-dire sur le ressenti qu'ils ont par rapport à moi? Oui, exactement. Oui, effectivement, je voulais peut-être demander, dans le fond, est-ce que vous avez réussi à ressentir ce même sentiment de perdition, ce même sentiment d'être comme complètement décalé par rapport à l'univers dans lequel on vit? Parce que c'était pas mal la chose principale que je voulais transmettre au lecteur. Je me demandais si vous aussi, vous aviez réussi à vous mettre à la place des personnages en tant que marginaux qui veulent vraiment s'évader de ce monde-là. Dans le fond, de la façon dont moi je l'ai vécu, je me suis senti décalé par rapport à l'histoire parce que je savais pas dans quoi je m'embarquais. Je savais pas
quel genre de monde c'était, puis je savais pas non plus quel genre de monde j'allais rencontrer. Donc, on dirait que j'avais toujours une adaptation à faire un peu à tous les personnages. Puis après ça, une fois que je m'étais habitué à ces personnages-là, mais là, je devais me réhabituer à ces personnages-là dans un nouvel environnement, puis me réhabituer à ce nouvel environnement-là et aux personnages que ce nouvel environnement-là apportait aussi. Donc, est-ce que je ressentais exactement la même chose que les personnages ressentaient? Je dirais oui, mais vraiment par rapport au fait que c'est ça, moi, je suis complètement déconnecté de ce monde-là. Donc, c'était vraiment une adaptation que je devais faire à chaque fois OK, tu sais, là, il arrive dans tel univers. Ah, tu sais, c'est drôle. Là, elle va agir de telle façon. Puis là, c'était de toujours un peu comment, OK, oui, me remettre un peu à sa place pour comprendre pourquoi elle devait agir comme ça. Puis où est-ce qu'elle espérait aller. Fait que je marchais toujours un peu sur des œufs dans ma lecture pour essayer de me replacer. Donc, je répondrais que oui. Et toi, Olivier? Ben, pour ma part, moi, déjà, en partant, j'analysais, je suis quelqu'un qui suranalyse en vie dû à un trouble de l'anxiété. Je suranalysais chaque personnage, chaque chose qui se passait, puis j'étais comme dans la recherche de voir, bon, mais mettons, ben, tu sais, tel trait d'un tel personnage, mettons, Max, ben oui, moi, je suis comme lui sur celle-là, mais j'ai autant de colère que Aïcha sur le monde, ces affaires-là, comment qu'elle agit. Oui, tu sais, dans une certaine façon, je voyais les messages, je voyais où que ça voulait aller. Oui, il y a beaucoup de changements de lieux, ces affaires-là, qu'il y a beaucoup d'adaptations à faire. Mais dans l'ensemble, je dirais que oui, on voit le message du livre qui se veut. Là. OK, mais là, moi, cette question-là m'a amené une interrogation parce que ce que je semble comprendre, c'est que les personnages évoluent dans différents univers. C'est ça? Mm-hmm. Ben, oui et non, c'est le même univers, mais ce qui se déplace, c'est qu'ils sur leur route, c'est ça. Ouais, c'est ça, ils voyagent, dans le fond. OK. Donc, c'est toujours le même univers, mais dans des endroits différents. Exact. Donc, c'est comme une espèce de pèlerinage, si tu veux. Ben, comme ils sont dans si j'ai compris, dans un endroit où c'est vit la guerre, ça veut dire que sur leur route, il doit y avoir des endroits qui sont moins affectés par ces guerres-là, qui les atteignent moins ou... Je dirais que en plus que la guerre a eu lieu puis qu'ils se promènent dans les vestiges d'une guerre, donc rien n'est vraiment sûr, peu importe où tu vas. Tu essaies juste de trouver un endroit tranquille pour quelque temps, sachant qu'il va falloir que tu rebouches inassablement à un moment donné. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres clans qui essayent de survivre, eux autres aussi. Donc, eux, Aïcha et Max étaient des étrangers dans la cité où ils étaient, mais ils deviennent aussi des étrangers sur leur route par rapport aux autres clans qu'ils rencontrent, qui, eux, sont déjà installés là, puis qui essayent aussi de survivre à leur manière. Des manières moins gentilles que d'autres, mais quand même, chacun a droit, par rapport à lui, a droit à sa survie, puis c'est ça qui fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment de lieu sûr pour personne d'extérieur, tu sais. OK, c'est là que tu avais fait une référence avec Walking Dead. Oui. OK, oui, là, je comprends, là. Ils se déplacent, ils cherchent à survivre. Donc, oui, évidemment, ils ne sont pas les seuls survivants, donc ça devient problématique. C'est, dans le fond, ce que j'avais voulu interroger, en fait, à travers ces univers-là, c'était la nature humaine, dans le sens où, oui, effectivement, Max et Aïcha sont marginaux dans la cité dans laquelle ils vivent, puis ils sont complètement persécutés et vivent des atrocités sans nom, mais en fait, ils veulent trouver un ailleurs, puisqu'il y a en fait en dehors des métropoles, c'est comme un désert des vestiges en fait d'un ancien monde qui a été ravagé par les bombes, mais en essayant de trouver un endroit où justement il serait quand même plus safe, peut-être plus accepté, il y aurait plus de tolérance ou du moins moins de racisme, moins de lutte des classes. Ben il y a quand même la nature humaine qui persiste dans le sens où peu importe l'idéologie qu'on nourrit, peu importe à quel point on essaye de se libérer de la dictature, on aura quand même toujours l'humain qui va vouloir dominer les autres, qui va vouloir piller et puis tuer son prochain. En fait, c'est vraiment ça que je voulais représenter. C'est les humains, en fait, en dehors des métropoles, sont devenus complètement fous à cause de la misère, à cause des traumatismes. Il y a des sectes qui sont créées, il y en a carrément qui ont muté. C'est finalement,
il y a une ambiance de danger que j'avais voulu retranscrire, en fait, une ambiance de danger permanent qui crée en fait une terreur chez les personnages. Donc, essayer de survivre dans une terreur constante, c'est extrêmement dommageable pour le cerveau, c'est extrêmement violent pour le développement. C'est pour ça que les personnages évoluent de cette manière, notamment Aisha, qui, elle, évolue vers quelque chose de plus haineux, belliqueux. Ils ont chacun leur manière de survivre à ça, mais ils ont des conditions de vie qui sont quand même assez épouvantables. Oui, puis c'est assez réaliste, parce que j'imagine qu'on se retrouverait nous-mêmes dans un monde comme ça, ben, on ne sait jamais quelle partie de nous va prendre le dessus. Oui. C'est vraiment intéressant. La référence à The Walking Dead, j'adore, parce que justement, ça c'est vraiment une série phare de mon adolescence, là, et puis le fait que la série soit centrée sur la psychologie des personnages, et non pas seulement sur les scènes gore avec les zombies, c'était quelque chose qui m'avait transcendé à l'époque, et je pense que oui, c'est vraiment l'une de mes sources d'inspiration principale. Toute la psychologie qu'il y a dans cette série, dans le jeu des acteurs aussi, c'est quand même assez incroyable. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup influencé. Moi, je vais être très franche, je suis une personne qui ne lit pas d'horreur parce que j'ai horreur de l'horreur parce que je suis peureuse. C'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, j'écoute un film d'horreur, les oreilles bouchées, une couverture à la tête. Fait on s'entend que je lis pas d'horreur. Puis justement, Walking Dead, ça m'a pris une éternité avant de commencer à l'écouter. Puis même s'il est classifié un petit peu dans horreur, ces émissions-là sont complètement débiles, justement, à cause de la psyché des différents personnages, puis des gens qu'ils rencontrent, mais même des gens directs de leur groupe, parce que, oui, c'est ça la vie, c'est de rencontrer des gens qui vont penser puis qui vont agir différemment de toi. Là, des fois, on a l'impression que tout le monde est un peu comme nous autres. Tu sais, que nous autres, si on est bon, puis on se dit, ben moi, dans un monde apocalyptique, je vais vouloir sauver tout le monde, ben il y en a d'autres que non, eux autres, ils veulent juste se sauver. Fait que j'ai l'impression que c'est ça qu'on retrouve dans ton livre. Oui. Mais je pense que si tu as été fan de Walking Dead, je pense que tu pourrais y trouver ton compte avec Nuée Ardente. Oui, j'ai été fan de Walking Dead. Ça, même là, tu vois comme dans les clans, tu vois aussi une touche de Walking Dead dans certains clans. Sans spoiler lesquels, là, mais tu vois qu'il y a une petite touche. Là. Je vois lequel tu parles. Pas le nom avec son bat de baseball. Là. Il n'y a pas de Lucie et ces affaires-là là-dedans. Là. C'est vrai. Mais je trouve que son livre se rapproche plus, je te dirais, des BD que la série encore plus, parce que dans les BD, la déchéance humaine, tout ça, là, le rapport psychologique de chaque personnage est encore mieux développé, je trouve, que dans la série. OK, je connais pas les BD, par exemple. Ouais, vraiment plus trash quand même. Oui, c'est sûr. Moi, j'en ai lu quelques-uns, là, des comics, mais c'est pas le même type de violence. J'imagine qu'ils ont quand même un peu épuré ça pour que la série soit plus grand public. Là. Les comics, là, ils sont hard, là. Vraiment. Ah, je les trouvais pas si hard, mais surtout, c'est le niveau psychologique que tu vois qu'ils vont plus loin pour démontrer à quel point l'être humain il peut aller bas quand c'est question de survie. Là. Oui, c'est clair que ça va vraiment beaucoup plus loin. C'est pour ça que je trouve ça justement plus violent. Là. Les comics, ça fait peur là, à quel point l'évolution est quand même assez, assez profonde. Là. Tu vois, en fait, des gens se déshumaniser au fur et à mesure dans le but de survivre. C'est vrai que ça aussi, c'est vraiment l'aspect principal de cette œuvre-là, Walking Dead, là, qui m'a vraiment énormément plu. Mais quand tu parles de déshumaniser, ça me fait penser... Justement, dans leur pèlerinage, on dirait qu'il y a une aggravation du genre de personnes qu'ils rencontrent. Qu'ils sauvent de la ville où tout le monde est un peu foufou superficiel. Puis après ça, ils rencontrent un peu des sectes qui débutent un peu. Puis on voit avec le freak show. Puis après ça on dirait qu'il y a vraiment une gradation de jusqu'où l'humain peut aller pour survivre et faire respecter son territoire, tu sais. C'est intéressant, ça, quand même, quand on y pense. Puis je l'avais pas vu avant que, justement, on en discute tout comme ça. Mais puis je sais pas si toi non plus, c'était voulu, dans le fond. Oui, moi, je voulais montrer, en fait, différents aspects de la violence humaine. En fait, je voulais montrer à la fois le pire et le meilleur de l'humanité. Après, j'avoue que j'ai pas forcément tenté de faire une gradation, mais comme de montrer différentes manières en fait de devenir quelqu'un d'épouvantable. Mais c'est intéressant effectivement que tu vois les choses comme plus crescendo. Mais
Oui, après, ça se voit. J'imagine que c'est une trilogie à la base. Là, je suis en train d'écrire le tome 2 d'Arrache-Pied. Ça se voit sûrement sur mes cernes. Je suis très, très fatiguée. Dans le tome 2, c'est encore autre chose. C'est encore une autre vision de la psyché humaine qui est plus basée sur le pouvoir, en fait, et puis la guerre. C'est moins dans la perdition, c'est plus dans la construction, en fait, d'un nouveau monde. Et je pense que c'est quelque chose, du moins j'espère que ça se verra sur les 3 tomes de manière différente. Justement, cette manière-là qu'ont les personnages d'évoluer, non seulement parce que les personnages principaux vieillissent, comme vous l'avez dit tantôt, mais aussi parce que leur statut évolue. On passe quand même de post-adolescents qui sont très axés sur le party, très axés sur la survie et qui sont fondamentalement impuissants face au monde, à des chefs de guerre qui ont énormément de pouvoir, énormément de vie entre les mains. Après, quel choix est-ce que ça implique? Quel sacrifice surtout ça demande en fait? C'est justement les questions auxquelles j'essaye de répondre dans ce livre-là. La Aïcha du prologue, est-ce que c'est la Aïcha du tome 2 et du tome 3 ou on va encore plus loin puis on n'aura pas réponse? C'est la même, mais elle a beaucoup changé. C'est ça. C'est une métamorphose assez puissante quand même. OK, parce que la Aïcha du prologue est plus âgée qu'au début de l'histoire, c'est ça? Oui. Est-ce que tu as une idée des dates où les gens qui vont avoir lu le premier peuvent s'attendre de voir le deuxième sortir? Je pense que je dirais à la fin de l'année, peut-être vers décembre. J'ai pas mal calculé ça. Si jamais j'ai pas de pépins sur la route, là, ça se passe quand même plutôt bien. Oui, je dirais vers décembre 2024. J'aimerais bien sortir pour Noël. C'est pas mal. Un beau défi. Oui, bien, excellent. Puis, si tu avais à... Si tu parlais actuellement avec une lectrice qui n'a pas lu ton livre, donc moi, qu'est-ce que tu me dirais pour me donner vraiment envie de le lire? C'est sûr que je te parlerai pas d'horreur. Qu'est-ce que j'irais dire? C'est un univers qui est captivant, qui te transporte réellement dans un autre monde. C'est une œuvre qui va être très axée en fait sur la psychologie des personnages, sur l'art aussi, sur le désir d'évasion. C'est quelque chose en fait qui va montrer, comme j'ai dit tantôt, le pire, le meilleur de l'humanité, mais qui va aussi insuffler un certain espoir vis-à-vis de la survie, vis-à-vis de construire un monde meilleur ou de trouver un ailleurs. Ça vient vraiment questionner en fait l'évolution des personnages et puis l'humanité pas mal tout entière. Il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup d'espoir versus comme des scènes qui sont très très sombres, qui vont vraiment vous faire passer par toutes les émotions. Tant qu'à faire, on s'ennuie pas en lisant mon livre, ça j'en suis certaine, qu'on l'ait aimé ou pas. Tout ce que les lecteurs m'ont rapporté en fait de leur expérience, c'est qu'ils se sont pas ennuyés. On en a toujours à découvrir. Mm-hmm. Excellent. Et toi, Max, si toi, tu avais à me convaincre, même moi, je veux dire, on va être plus général, ça peut être quelqu'un de plus jeune que moi, là, mais si tu avais à convaincre quelqu'un qui ça vaut la peine de le lire, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que c'est un voyage tellement diversifié que c'est impossible de ne pas trouver son compte à quelque part dans le livre. C'est impossible de ne pas vouloir savoir jusqu'où ça va aller. Puis, s'ils vont trouver, dans le fond, ce qu'ils cherchent, parce que la quête se fait assez claire dès le départ, mais rendu éventuellement, on se demande un peu s'ils vont continuer ou s'ils ont finalement trouvé ce qu'ils voulaient. Puis, c'est toujours un peu ce désir-là de savoir est-ce que ça va être finalement ça leur vie ou est-ce que finalement ça va changer du jour au lendemain puis il va falloir qu'ils partent vers quelqu'un d'autre. Fait que c'est ça. Pour convaincre quelqu'un, je dirais que c'est tellement un univers varié que c'est impossible de ne pas trouver son compte. C'est ça. Il y a toujours quelque chose, un rebondissement quelque part qui va faire en sorte que si on était moins attaché à cette partie-là, que de toute façon, les personnages vont nous emmener complètement ailleurs, puis ça va être très différent de la lecture précédente. Excellent, très bon. Olivier, non, là, je me suis trompée. Bon, Olivier, et toi, qu'est-ce que tu dirais pour convaincre quelqu'un? Qu'est-ce qui n'a pas déjà été dit, c'est ça la question. Déjà, son livre, je te dirais qu'il est à l'image de sa page couverture, c'est-à-dire très coloré.
Tu t'ennuies pas, tu sais pas où que ça s'en va nécessairement. Ça te pousse à réfléchir, à te remettre en question tout le long du livre. C'est une histoire qui va te chercher. L'évolution des personnages est tellement bien écrite. Tu vois Max en parlant tantôt avec en faisant justement référence au drapeau. Moi, tu vois, ça me fait penser justement à Aisha, où que tu commences avec un personnage plus sombre qui devient de plus en plus vers le rouge, vers la colère, pour finalement aller vers le sable et s'ancrer plus ardemment dans son monde. Fait que juste ça, je trouvais ça quand même une belle métaphore. Donc, c'est quand même un excellent livre qui va te faire réfléchir tout le long, qui est prenant puis rempli de surprises. OK. Une question que... En tout cas, moi, c'est souvent une question qui me hante quand je lis le premier tome d'une série. Est-ce qu'à la fin du premier tome, j'ai un genre de... J'ai été nourrie. Je vais avoir hâte au deuxième, ça, normalement, c'est sûr qu'on laisse. Mais est-ce que j'arrive à la fin puis je suis comme... Je suis encore pleine de questions puis pas vraiment de résolution, ou est-ce que j'ai une part de résolution qui satisfait ma fin? Vu le prologue en partant, on sait que quand on finit le livre, on n'est pas à la fin. Mais Elise a bien fait ça, que le livre finit, puis on sent que cette partie de leur histoire est terminée. Donc, on sait qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent parce que, justement, le prologue et la fin ne fonctionnent pas, mais on n'est pas frustré de ne pas avoir eu de réponse. T'sais, on sent très bien que, on a terminé cette phase-là de leur vie. On s'en va ailleurs après. Excellent. Parce que des fois, il y en a des séries, c'est dur parce que tu lis le premier, puis là, tu te dis, hey, non, tu me niaises-tu, faut que j'attende un an. Fait que quand au moins on a été satisfait, ben, ça nous permet de patienter avec de manière plus agréable. Ben, vu les nombreuses références au théâtre, moi, je vois ça comme une bonne pièce où que la fin pourrait ne pas en avoir une suite. Puis ça reste comme une pièce de théâtre où que tu te dois de t'imaginer qu'est-ce qui aurait pu être la suite. Okay, ça peut être une fin ouverte. Fait que oui, tu as des questions, mais c'est des questions que tu pourrais te répondre toi-même. Fait que c'est bien. Comme ça, au moins, ça se fait. Moi-même, dans ma chronique, j'étais comme, est-ce qu'il va y avoir une suite? Je ne sais pas sûr. Puis tu vois, elle a répondu que oui, ça va être une trilogie. Ce que je vais attendre avec impatience. Mais ça reste que, c'est une fin qui va te permettre de dire, OK, je suis capable d'attendre, mais tu vas le vouloir, la suite. C'est sûr que ça veut la suite. Oui, mais OK. Fait que toi, tu n'étais même pas certain qu'il y avait une suite. Fait que déjà. J'en doutais, vu que justement, le prologue ne fait pas avec l'épilogue. Okay. Mais comme vu que ça ressemble énormément à une pièce de théâtre, il y a toutes les références, ben souvent dans les pièces de théâtre, tu as une fin assez ouverte. Ça laisse la place à l'interprétation ou au doute sur une éventuelle suite. OK. Et Elise, la question que je pose tout le temps, là, je vais te mettre en avant pendant que je la pose, c'est ceux qui ont aimé le podcast et qui disent « Hey, moi, je veux le lire », où est-ce qu'on peut se procurer ton roman? Si jamais vous passez dans les salons du livre, j'aurai toujours un petit stand, c'est sûr. Mais sinon, sur le site Distribulivre, ça c'est certain, sur Renaud Bray aussi, si vous voulez le commander. Il y a les liens que j'ai mis dans ma biographie, là je pense qu'ils seront mis en ligne également. J'ai mis les liens pour les commander en France, s'il y a des gens de France qui nous écoutent. Là. Et puis sinon, il y a ceux pour le commander aussi au Canada. J'aurai un site internet un jour éventuellement si je suis assez douée avec la technologie. C'est pas gagné, mais ça arrivera certainement. Excellent. Ben, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun de discuter avec vous autres. J'ai adoré les chroniques, les commentaires. Vraiment, vous me donnez envie d'aller voir plus loin, d'aller feuilleter les pages parce que oui, vous m'avez rendue curieuse. Puis, je pense que c'est un petit peu ça, le but ici, de pouvoir attirer l'attention des gens qui vont aimer ce genre de roman-là. Mm-hmm.
Puis moi, évidemment, ça a l'air de tomber dans des styles que j'aime, le fantastique, la science-fiction. Donc, c'est vraiment génial. Donc, puis, là, c'est moi que je vais mettre en avant 2 minutes. Les lecteurs qui ont déjà lu ou qui vont prendre la peine de le lire, c'est toujours, je le répète à chaque mois, les commentaires sont très appréciés par l'auteur. On aime beaucoup ça quand vous nous envoyez des messages avec l'appréciation que vous avez eue. Mais quand vous nous les envoyez en privé, c'est vraiment le fun pour nous autres. Mais quand vous les mettez pour que d'autres personnes puissent les voir, vous aidez l'auteur, puis vous aidez aussi les lecteurs à se faire une idée de pouvoir découvrir un roman qu'ils pourraient aimer. Donc, il y a plein de places où vous pouvez commander, il y a Goodreads, il y a Facebook, il y a... Bon, je suis peut-être un peu vieille pour toutes les technologies, mais c'est ça. Vous en connaissez plus que moi. Gênez-vous pas, allez-y, parlez-en, donnez votre rendu, même si c'est court, c'est toujours apprécié par les auteurs. Donc, on vient avec tout le monde. Là, on va donner un petit 5-10 minutes à tout le monde pour justement que chacun puisse vous faire part de eux autres, qu'est-ce qu'ils ont qui les attend. Donc, on va garder Élise pour la fin, parce qu'on parle d'elle depuis tout à l'heure. Donc, on va commencer avec Max. OK. Oh. Bon, attends un peu, je te remets en avant. Bon, c'est glissé. Voilà. Oui, donc, à mon actif, Max G, à mon actif, j'ai Schlag et Venry qui sont mes 2 romans, mes seuls 2 romans présentement. C'est une suite, en fait, je parle toujours que c'est mes garçons au manoir, donc c'est l'histoire d'un prostitué dans un manoir exclusivement pour hommes et de sa vie dans ce manoir jusqu'à un événement qui fait en sorte que sa sécurité, que son équilibre est perturbé. Puis donc, on suit ces débâcles avec la patronne et le patron du manoir et pour essayer de survivre à leurs attaques sur deux romans. Donc, c'est ça, moi, c'est de l'horreur pornogore un peu. Faut aimer ça très, très intense, très sanglant et très sexuel. C'est violence et sexualité explicite. Donc, pour lecteurs très avertis. Sinon, pour ceux qui aiment peut-être un peu moins le genre, qui seraient peut-être un peu plus intéressés par le paranormal, j'ai aussi une nouvelle dans le recueil Maudit 3. C'est Lacrimarum, si je me trompe pas, page 491 ou 591. Vous pourrez vérifier. Donc, le recueil Maudit 3, par contre, il n'est plus en vente. Donc, si vous l'avez, tant mieux. Sinon, il faut essayer de l'emprunter à quelqu'un qui l'a. Puis, pour les événements, j'en fais un peu moins cette année, mais vous pourrez me trouver au Salon Passager, donc ce samedi 1er juin à Montréal. Je vais faire partie, sinon j'ai pas d'événement d'ici septembre. Donc, c'est le temps de venir me voir si vous voulez vous procurer mes romans. Puis, en plus, je dis ça comme ça en primeur ici sur le podcast, je vais vider mes stocks pour l'été, donc je recommande rien. Pour le salon, je vais avoir des quantités très limitées, puis il faut que ça parte pour que je puisse faire rentrer du nouveau pour les prochains salons qui vont débuter en automne. Donc, le Salon Passager Montréal, c'est bien à la Casa d'Italia. Oui, à la sortie Jean Talon sur la ligne bleue. Excellent. Et juste comme ça, tu as parlé de tes livres. Où est-ce que les gens peuvent les trouver? Sur Amazon, en Canada, en France, un peu partout dans le monde, c'est le seul endroit, si vous ne me voyez pas en salon, c'est sur Amazon. Ou par moi directement, si vous voulez une dédicace un peu spéciale. Excellent. De toute façon, on va avoir les liens pour pouvoir te rejoindre. Les liens vont être dans la bio, oui. Donc, là, je reviens au global. Olivier, attends un petit peu, je te mets en avant. Et voilà, c'est à ton tour. Moi, déjà, j'ai aucun roman d'écrit, malheureusement. À mon actif présentement, peut-être futurement, je suis en projet. Ou sinon, j'ai une nouvelle qui va être publiée dans le recueil de Dream Workshop qui devrait sortir, en tout cas, il essaye autour du mois d'octobre, rien n'est sûr, ils sont sur le projet. Ou sinon, j'ai un groupe de lecture qui s'appelle Passion Lecture. Si vous voulez venir voir faire vos retours vous-même ou voir les retours des autres.
Sur Facebook, ça, Passion Lecture? Oui, exactement, sur Facebook. Puis j'ai aussi ma propre page pour les retours, si vous voulez voir les miennes, qui est Oli Oli, qui est aussi sur Facebook. Je mets les jeux de mots avec mon nom, que voulez-vous. C'est bien, c'est cool. C'est très mignon. Merci. Est-ce qu'on s'attend à te voir au Salon du Livre de Montréal, venir voir tout le monde? Malheureusement non, étant donné que je suis borgne, j'évite les métropoles. Parfait. Donc, Ilis. Ok, ben j'y vais un petit peu en mode impro. J'avoue que je ne m'étais pas préparée. Je vais commencer par rebondir en fait sur la publicité de Max en disant que oui, Schlag est un très bon roman. Je n'ai pas encore lu Vénérie, mais c'est sûr qu'il faudra que je te le commande. Donc pour lecteurs très avertis, bien sûr, mais punaise que j'ai vraiment adoré le côté porn gore. Là, je le recommande franchement à quiconque adore tout ce qui est, comment dire, très très explicite, graphique. Oui. Sinon, oui, Passion Lecture, c'est un groupe vraiment sympa que j'ai rejoint moi-même il y a quelques mois, justement. Tout le monde voudrait avoir un Olivier comme lecteur. C'est vraiment fantastique. Merci encore d'avoir accepté de participer à la chronique. Concernant mes livres à moi, donc comme j'avais dit, ils sont disponibles sur Distribu Livres, la librairie.ca, Renaud Bray, entre autres au Canada. En France, ça va plutôt être la FNAC. Il y a sûrement aussi d'autres librairies, mais en tapant sur Internet, c'est pas bien compliqué à trouver. Les liens se retrouvent assez facilement. J'ai une page Facebook, Ilis Vatel, et aussi un compte Instagram, Ilis Fantasmagorique. Vous pourrez retrouver plus les petits tableaux que je peins aussi quand j'en ai un petit peu, assez d'écrire, ce qui arrive rarement, mais bon, ça arrive quand même. Et puis, je serai au Salon du Livre de Saint-Narcisse le 28 juillet. J'aurai aussi une conférence dans les Confidences littéraires en août avec Max G comme acolyte aussi. On ne sait pas encore quand, mais on va faire ça, ce sera vraiment sympa. Donc, je pense. J'en profite pour dire un mot sur mon tome 2 aussi. Promis, je vais essayer de le sortir en décembre de cette année. J'en suis pas encore certaine, mais je vais vraiment faire mon possible. Donc, il sera probablement sur Amazon. Je m'en vais vers l'auto-édition, je pense. Donc, restez à l'affût. Je mettrai les infos sur ma page Facebook et puis Instagram. Donc, je pense que j'ai pas mal terminé. Si quelqu'un a de quoi ajouter, je vais laisser la parole. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc, je vais me mettre en avant. Je vais faire de la promo à tout le monde. Je vais faire un petit promo. Ben moi aussi, je vais être au Salon du Livre de Montréal le 1er juin. Et je suis supposée être aussi à celui de Saint-Narcisse. Il va y avoir aussi le 14 et le 15 ou le 15 et le 16 juin, en tout cas le samedi et dimanche, à Valleyfield. J'ai pas pris en note l'endroit, c'est au même endroit que d'habitude, donc le Salon Imaginarium qui va avoir lieu à cet endroit. Et nouvellement, pour les curieux, parce que depuis des mois, je parle de mon roman Hâté pour chien, mon roman policier, mais j'ai mis en ligne sur Amazon, donc disponible partout sur le marché français, les 4 premiers tomes de ma série Licorneum. Donc, vous pouvez aller sur Amazon, chercher Pascal Dupuis-Dalpé, vous allez le trouver, ou aller directement sur mon site www.pascaldupidalpé.com et vous trouverez les liens. Donc, je voulais remercier tout le monde d'avoir été présent. Ça a été vraiment, pour moi en tout cas, ça a été un moment génial avec vous autres, parce que vous êtes tous des auteurs que j'ai pas croisés souvent dans les salons, que je connais moins, puis là, je vous ai vraiment trouvé là fantastique. Ça a été un moment extraordinaire. Ben, merci pour le concept. Merci Ilis aussi pour l'invitation. Ça m'a vraiment touché, puis ça me fait vraiment plaisir de faire ça pour toi. Puis Pascal, un très beau concept. Merci d'avoir monté ça pour nous. Merci. Oui, merci à tout le monde et merci à Ilis de m'avoir invité. Puis, ça fut un agréable moment. Merci à vous deux pour les chroniques. Et puis oui, Pascal, pour ton invitation dans le podcast, là, ça me fait très, très plaisir. Oui, on fait tout ce qu'on peut pour faire connaître les romans, puis les lecteurs ont soif de découvrir des nouvelles lectures parce qu'il y a tellement d'auteurs qu'à un moment donné, c'est difficile de faire le tri. Puis ça permet justement de découvrir plein de styles différents. Moi, je peux pas aimer tous les genres, donc ça me permet en même temps de découvrir aussi d'autres genres, même si je me dis, je suis pas sûre que je vais les lire quand c'est trop horreur.
mais ça me permet de jeter des coups d'œil ou même d'aller lire une nouvelle de cette personne-là, puis de me dire, OK, c'est comme ça qu'il écrit, c'est le fun. Puis, non, c'est le fun, j'aime vraiment ça. Puis, bonne chance aussi, Olivier, dans tes projets d'écriture. Merci. Ça va nous faire un nouvel auteur à découvrir. C'est toujours le fun. On a hâte de lire. Ouais, si ça sort, parce que je doute énormément de mes talents. Faut pas douter. Ouais, je sais, mais je pense que c'est le commun de tout le monde. Ben, quand même se lancer, ça vaut la peine. On doute tout le temps. Je sais pas, je suis sûre que même Élise puis Max, tous les deux ont eu des moments de doute, mais à un moment donné, il faut le laisser de côté. Ouais, il faut se lancer, puis... Ton écriture va jamais vraiment évoluer tant qu'elle n'a pas existé au travers les yeux de quelqu'un d'autre. Tu n'auras jamais de certitude tant que tu n'auras pas quelqu'un qui va avoir fait un retour sur sa lecture. Fait que tu peux toujours rester enfermé avec tes textes, mais c'est mieux à un moment donné de les laisser vivre puis de les laisser exister à travers des lecteurs. Exact. Puis moi, je me dis que si tu aimes ce que tu écris, ben il va y avoir du monde qui vont aimer. Il y aura toujours des gens qui aimeront pas, parce qu'on peut pas tous tout aimer, mais il va y avoir des gens qui vont aimer. Exact. Donc, merci encore. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci. Je vous envoie les liens aussitôt que c'est en ligne. Parfait. Merci à toi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bye bye.